Tech pour une peau saine et belle. Mercredi, Grand et Société, de 15h à 16h45. La rediffusion le jour suivant à 22h15. Mesdames et messieurs, de retour. Je l'ai promis à l'entrée de l'émission que Torolebela Lelo Makambouitali, politique Yambo Kanabiso, nous allons essayer d'être le plus pratique que possible. Il y a un parti politique qui vient de voir le jour, ou qui a vu le jour relativement pas très longtemps. Ce parti politique est un parti politique aujourd'hui dans la juxtaposition. C'est de ça qu'on va parler effectivement. L'origine de ce parti politique, le parti politique dirigé par messieurs James, on va essayer de parler de ça. Le parti, c'est le parti syndicat, voilà les termes, syndicat qui veut dire pousser. Pousser qui veut dire donner de l'impulsion. On va parler de ce parti qui, hier, était pleinement dans l'opposition, mais aujourd'hui, le parti change de direction. On ne sait pas, est-ce qu'on est encore dans l'opposition ou on n'est plus dans l'opposition? C'est de ça qu'on va parler, les sources idéologiques, les appartenances politiques, la nouvelle approche, et puis bien sûr, ce que le parti reproche à la classe politique, à l'élite, et bien évidemment à l'opposition de façon pratique, ou disons à l'opposition directement. Alors, je reviens à vous encore une fois. Monsieur James, comment allez-vous? Bonjour, monsieur Christian. Vous allez bien? Et je profite de cette occasion pour saluer toutes les dames de la République démocratique du Congo. Mais aussi, j'étends cette salutation aux femmes du monde entier, puisque nous sommes pendant le mois de la femme, avant de vous dire que je me porte bien. Très bien. Alors, il faut dire que vous avez d'abord été dans un autre camp politique, je dois le dire comme ça, dans une famille politique, et aujourd'hui, vous n'êtes plus là-bas, et vous êtes dans votre propre parti politique, votre propre groupement politique, et vous étiez dans l'opposition, vous n'êtes plus dans l'opposition. En fait, parlez-nous de votre parti d'abord. Merci, c'est une très bonne question. Lorsque vous dites que j'étais dans l'opposition et que je ne suis plus dans l'opposition, oui, parce que vous êtes dans la juxtaposition. Je ne peux ni confirmer la première assertion, ni la nier, et je ne peux pas confirmer ou nier la seconde assertion. C'est que dans la politique, les choses sont dynamiques et il faut aller avec le changement que le temps vous apporte. Parce que les événements se succèdent et vous ne pouvez pas être rigide et ne pas fléchir face à certaines situations qui vous obligent aussi à changer et à adopter des nouvelles approches. Alors, lorsque nous avons créé, avant même de créer le parti politique syndicat, moi j'étais dans la diaspora et en tant que citoyen congolais de la diaspora, je voulais mener une action en faveur de mon peuple, le peuple africain de manière générale. Quel pays précisément? J'ai fait plusieurs pays parce que je suis un ancien fonctionnaire des Nations Unies. Pendant les 10 années ou les 12 années que j'ai été en dehors de la République démocratique du Congo, j'ai fait le Kosovo, j'ai fait le Sri Lanka, j'ai fait l'Éthiopie, j'ai fait plusieurs autres pays. Il y en a 36, je ne peux pas les citer, je ne peux pas les citer tous. Mais je me suis plus identifié aux États-Unis d'Amérique à partir d'où je commençais à réfléchir pour le pays et à organiser certaines actions pour agir dans le contexte de la classe, plutôt pas la classe politique, mais de la société civile. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait ici au pays un mouvement, c'était un mouvement politico-religieux, qui poursuivait un objectif qui était similaire à des choses dont nous on parlait déjà dans la diaspora. Je vous signale qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de professeurs noirs américains. Il y en a aussi dans d'autres pays africains. Je vais vous citer par exemple le professeur Théophile Obenga, qui était un des grands, qui a travaillé avec le professeur Cheikh Anta Diop. Ils ont tenu une conférence, vous en savez quelque chose, en 1976
pour parler de l'afrocentrisme. L'une des meilleures, d'ailleurs, l'une des meilleures conférences. Voilà. Donc, après avoir lu les ouvrages de toutes ces grandes personnalités et suivi les mouvements que d'autres grands professeurs et des docteurs, des chercheurs aux États-Unis, tels que l'ancien pasteur Ray Higgins, et puis le docteur Ben Yokanon, le regretté docteur John Henrik Clark, après avoir suivi tout ce qu'ils ont fait en rapport avec l'égyptologie pour nous dévoiler ce qu'on ne connaissait pas. Ou ce qu'on nous cachait, forcément. Voilà, je voulais découvrir davantage et faire découvrir à mon peuple notre histoire, notre origine, ce qui a été mal fait dans le pays et dans le passé, par qui et pourquoi et comment nous pouvons corriger ces erreurs et les tares du passé. C'est là que moi je voulais intervenir. Comment nous pouvons corriger les tares de la colonisation. Mais en tant qu'intellectuel, vous trouvez qu'il y a un camp ici qui mène votre combat. En tant qu'intellectuel, je trouvais que sur place, en République démocratique du Congo, qui est mon pays d'origine, il y avait un groupe organisé de manière religieuse et politique qui parlait de l'irrédentisme, mais ce n'est pas le terme qu'ils utilisaient. Ils parlaient de la réunification des terres de l'espace Congo. Étant donné que je suis aussi un descendant de cet espace Congo, j'ai dit, mais leur lutte est noble. Mais seulement, ils ne trouvent peut-être pas de termes appropriés pour expliquer ce qu'ils veulent vraiment. Et vous savez mieux que ce n'est pas les termes qui existent, c'est pas les termes qui font les choses, c'est plutôt le contenu des termes qui font les choses. Absolument. Alors, je me suis dit, lorsque je vais au Congo, je vais commencer à mener des actions dans la société civile pour accompagner ce mouvement qui existe déjà de manière à ce que ces thèmes-là deviennent de plus en plus connus. Vous savez, il y a beaucoup de mouvements ici dans le pays qui parlent de la réhabilitation, de la dignité de l'homme noir, mais ils dissocient parfois certains aspects avec d'autres aspects qui devraient tout accompagner le tout de manière à ce que nous obtenions gain de cause. Il y en a qui prennent une approche entièrement religieuse et qui veulent se départir complètement de la politique, alors que la politique, la religion, la science, le tout là doivent marcher. Moi j'ai une question à vous poser, mais c'est une ensemble. Oui, c'est une j'ai une question. On va aller avec vous comme ça. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique. Vous êtes porté par une lutte ici au Congo. Vous vous dites qu'il y a un groupe qui s'identifie un peu dans votre combat. Qu'est-ce qui vous a le plus attiré ici? Est-ce que parce que ce groupe appartenait dans un espace culturel, ou si vous voulez, oui, justement, un espace culturel ethnique dans lequel vous découlez aussi? Est-ce la religion qui vous a aussi attiré, parce que c'est un groupe, vous avez dit, politico-religieux? Est-ce les ambitions politiques? En fait, qu'est-ce qui vous a attiré parmi ces trois choses? Je parle ici de la tribu, de l'ethnicité, je parle de la religion, mais aussi des aspirations politiques. Merci, c'est une très bonne question. Ce qui m'avait amené, c'était d'abord la recherche de restaurer ma dignité en tant qu'une personne d'origine africaine. Les nombreuses années passées dans la diaspora nous ont soumis parfois à des situations où on s'est référé à vous comme, pas vraiment comme un être humain à part entière, mais tout simplement comme un Africain. Je vais vous donner un exemple typique pour ne pas trop parler. Nous sommes dans une situation où je suis avec mes collègues avec qui je fais le même travail. Ils sont d'origine différente, ils ne sont pas africains, ils sont européens, ils sont américains. Et lorsqu'on doit nous présenter, on est 24 dans une salle, on appelle un monsieur qui a un nom allemand, on dit il est de l'Allemagne. On appelle un autre qui a un nom espagnol, on dit qu'il est de l'Espagne. Et puis celui-là est de l'Italie. Mais lorsqu'on appelle un Nigérian, au lieu de dire son pays qu'il est du Nigeria, on nous appelle, nous les Africains, on appelle Didier Drogba par exemple, et puis on appelle Thomas Sankara, on m'appelle James Nzinga, on dit ce sont des Africains. Alors on vous met dans un même panier et ça vous frustre très grave. Voilà. Moi, devant de telles situations, j'étais complètement frustré. C'est comme si l'Afrique n'a pas cette diversité culturelle et même des nationalités que l'Europe a. Mais lorsque vous regardez la superficie du continent africain, vous la comparez à la superficie du continent européen, vous dites, mais c'est quelle injustice! Parce que moi, j'ai parcouru l'Europe entière en voiture. J'ai conduit moi-même depuis Hambourg, au nord de l'Hambourg, jusqu'en Grèce. J'ai traversé plusieurs pays en 2 jours.
mais vous ne pouvez pas accomplir pareil exploit en Afrique. Mais parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Même s'il y avait de routes, mais il allait devoir vous prendre plusieurs jours, si pas plusieurs mois, pour le faire. Parce que là, nous comparons la superficie. Mais en Europe, ils ont 44 pays. Oui. Lorsque vous mettez à part la Russie et la Turquie qui ont des plus grandes superficies, la Russie fait 17 millions de kilomètres carrés. Donc vous mettez la Russie à part, vous mettez la superficie avec ses 710 000 kilomètres carrés, vous les mettez aussi à côté. Les restes de terre qui restent là, ils ont 44 pays. En Afrique, nous avons 56 pays, y compris nos îles. Mais donc c'était le combat. Ces pays africains que nous avons n'ont même pas déterminé leurs frontières eux-mêmes. Ces frontières encore devaient-elles être déterminées. Je vois où vous voulez en venir. Par les Européens. Je vois où vous voulez en venir. Je reviendrai vers vous sur ce point-là. Permettez-moi de dire un peu ce qui m'a orienté dans ce combat. Oui, c'est là où on est. C'est ce qui m'a orienté dans ce combat. C'est ce sentiment de perte de mon appartenance à moi-même en tant qu'Africain, que même mes frontières me soient déterminées par la Belgique, par exemple, et que les frontières de mon voisin là lui soient déterminées par l'Espagne. Et puis lorsque nous nous présentons devant les Belges et les Espagnols, on ne peut même pas nous désigner par nos nationalités respectives. On nous met tous dans un panier et les mauvais comportements de l'un doivent représenter aussi l'autre, alors que pour eux, ils réclament le droit de chaque peuple à l'autodétermination. Ici, je parle de l'autodétermination comme ce droit-là d'avoir le respect de défendre son propre statut sans être mélangé avec d'autres. C'est cela qui m'a amené à dire, je vais aller appuyer ce combat, parce que lorsque nous corrigerons la cause originale de toutes les souffrances de l'Afrique, qui a commencé à partir du Congo, ce que nous appelons aujourd'hui la République démocratique du Congo. Mais c'était d'abord, avant d'être la République démocratique du Congo, c'était d'abord un petit espace qui était dans un autre État qui s'appelait Congo. C'est seulement cet État-là qui avait été conquis par des étrangers, qui a commencé au nom de ce peuple autochtone. Mais les étrangers ont commencé à annexer d'autres États qui étaient à côté de cet État-là. Quand vous découvrez... C'est l'étude que je ne partage pas, ou que mon école ne partage pas du tout, parce que j'ai comme l'impression que ceux qui viennent du Congo central, ou ceux qui ont appartenu à cet espace-là, ont tendance à présenter le Congo central comme la tête de la République démocratique du Congo, alors que on sait tous l'histoire que c'était des États totalement indépendants qui vivaient dans une, je dirais, indépendance totale. Le royaume, en fait, parce que vous parlez du royaume Congo, l'empire Luba, on peut parler de l'empire Lunda, mais l'Équateur n'a jamais eu d'empire, vous le savez, l'Équateur n'a jamais eu d'empire, n'a jamais eu de royaume, c'était un peuple qui était sous l'égide de messieurs qu'on appelait à l'époque, comment on appelle, Oessé Tuliwango, un peu au sud, il y avait de dames, des familles qui finalement avaient des petits territoires, mais la manière dont on présente le Congo central comme une tête de la République, alors moi je me dis, il y a un problème là. Le mot que vous avez utilisé, la tête de la République, je ne l'ai pas utilisé. Si, je ne vous l'ai pas utilisé. Je sélectionne très bien les mots lorsque je parle de ceci. Je parle de droit de chaque peuple à déterminer son propre statut. Oui. Je ne présente pas le peuple Congo comme la tête de la République démocratique du Congo. Et encore ici, il y a deux entités différentes dont nous parlons. Exact. Les Congos, ils ont le droit, s'ils veulent recourir aux droits auxquels les Allemands ont recouru pour reconstituer l'unité de l'Allemagne. Vous vous souvenez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne ayant perdu la guerre, a été partitionnée en deux. Une Allemagne est devenue l'Allemagne de l'Est et l'autre est restée l'Allemagne de l'Ouest. Mais après plusieurs années, lorsque la circonstance sur le terrain, les circonstances ont changé, l'Allemagne n'a pas trouvé de besoin de rester séparée. Ils se sont réunifiés. Et ce droit-là à se réunifier, lorsque vous avez été divisé ou partitionné par une force extérieure, c'est ce qu'on appelle l'irrédentisme. Ce droit-là, il n'y a pas que les Allemands qui y ont recouru. Il y a des Italiens en 1924. Plusieurs de leurs territoires étaient conquis par des étrangers, mais après, ils ont mené des luttes pour récupérer tous ces territoires. Il y a la Chine qui se bat aussi pour voilà. autre chose. Là, vous avez compris. Alors, les Congos, ils ont ce droit-là parce qu'ils rêvent
de restaurer l'unité de ce qui constituait l'espace qui était dans l'ancien royaume Congo. Ça vous a arrangé parce que vous êtes là aussi. Oui. Alors, c'était ça l'origine de la lutte. Mais je ne me limite pas, moi, en tant que citoyen congolais de la République démocratique du Congo, qui n'inclut pas que les terres de Bakongo, mais ça inclut aussi les terres de Bangala, et des Katanga, etc. Je me dis, dans cette configuration de la République démocratique du Congo, je peux combattre, je peux militer avec les citoyens des autres terres aussi qui n'avaient rien à voir avec ce qui est devenu la République démocratique du Congo, pour aller corriger l'erreur historique de mettre divers peuples qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres dans un même État et les obliger à rester unis, même lorsque la colonie n'existait plus. Alors moi je reviendrai à vous parce que c'était une très grande question idéologique, bien sûr qu'il faut revenir. Il faut revenir. Vous appartenez dans ce groupe. Quand vous revenez des États-Unis, vous rentrez, vous les rencontrez, vous faites votre adhésion convenablement, vous devenez un membre effectif. Vous allez même plus loin jusqu'à devenir le conseiller politique du groupe, s'il faut le dire comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand vous quittez le groupe? Quelles sont les motivations qui vous poussent à quitter le groupe? Je complète, je ne suis pas devenu que le conseiller politique du groupe. Même, oui. Je suis devenu le premier vice-président du mouvement. Oui. C'est-à-dire la deuxième personnalité du mouvement. Après monsieur... Après l'honorable Mwandansembi. Mwandansembi. Avec l'affaire Boudia Congo, c'est ça? Bon, en fait, l'honorable Mwandansembi était à la fois chef spirituel, où il est à la fois chef spirituel de son mouvement, de son église, à laquelle je n'ai pas appartenu, l'église Bundu Congo. Et il était chef politique d'un parti politique, Bundu Mayala. Et comme la politique se place au-dessus de la religion, donc c'est nous les politiques qui mènons tous les mouvements. Justement, parce que là aussi il y a un problème. Il y a ceux qui pensent que la religion supplante la politique. Il y en a qui pensent que la politique vient après la religion. Mais là, c'est pas notre débat. Et alors, vous acceptez de partir. Vous voulez partir. Vous quittez le parti. Vous quittez les groupes. Dites-nous les motivations qui ont changé. Et parce que là, si vous nous répondez, j'aurai des questions à vous poser en fonction de votre choix en tant qu'intellectuel. Avoir vécu dans 36 pays dans le monde, avoir lu des ouvrages, je crois que la première chose à faire, c'était les stratégies. Comment vous intégrer un mouvement que vous allez quitter 5 ans plus tard? Avez-vous eu toutes les informations possibles? Est-ce qu'il y a eu une erreur d'appréciation dans votre niveau? Comment vous faites pour intégrer un groupe et puis plus tard partir? Il n'y avait pas d'erreur d'appréciation. Je vous ai dit ici qu'en politique, les choses sont dynamiques. Et en tant que tel, vous devez avoir un cerveau et un esprit souple, flexible, qui peut aussi suivre les événements tels que ça vous parvient. Je n'aimerais pas vraiment entrer en profondeur parce qu'il ne s'agit pas ici de faire sortir les mauvais côtés dans les comportements des personnes avec lesquelles j'ai eu à collaborer dans le passé. Mais sur les plans politiques, nous étions dans un contexte où tous les politiciens du pays trouvaient qu'il fallait que le président Joseph Kabila respecte la Constitution et que les organisations, plutôt les élections, devaient être tenues avant la fin de l'année 2016. Ce qui malheureusement n'a pas été fait. Mais avant qu'on arrive à la fin de l'année 2016, nous, en tant que politiciens, stratèges, tout ça, on projetait, on trouvait que ça n'allait pas être possible d'organiser les élections crédibles dans le délai constitutionnel et qu'il y avait besoin d'organiser une transition de 3 ans. Nous avons milité nous avons battu campagne pour faire accepter l'idée de transition de 3 ans au peuple congolais. Je me souviens, lorsque nous avons fait un voyage à Luozi, Matadi, Boma, Mwanda avec Mwandansembi, à Mwanda, il a été hué par une... Vous avez été... J'étais sur place. Vous avez été je ne faisais pas le discours, c'était l'honorable Mwandansembi qui parlait. Vous étiez son conseiller politique. Écoutez, c'était l'honorable Mwandansembi qui parlait. Il a dit des choses pour lesquelles il a été acclamé. Lorsqu'il a abordé les sujets de glissement, de dépassement de délai, et qu'il invitait le peuple à se ranger derrière nous pour
avoir une transition de 3 ans, les gens qui étaient très hostiles à cette idée-là et qui, plus tard, ont fait la conférence de Senko et consorts et qui sont encore dans l'opposition jusqu'à aujourd'hui, en train de faire des mascarades pour distraire la population, se sont attaqués à Nemwanda Semi. Et lorsque nous sommes rentrés, puisqu'il faut faire des stratégies et essayer d'être toujours du côté du peuple, parce que nous considérions, moi je considérais le peuple, je le considère encore comme le souverain primaire. Et il y a eu des journaux qui ont été écrits pour les vilipender. Je suis allé le conseiller de ne pas tenir ces discours-là de manière aveugle. Parce que nous sommes un parti politique, nous n'appartenions pas à la majorité présidentielle, nous étions dans l'opposition, mais seulement on soutenait ce que nous avons pensé allait nous permettre d'organiser des élections crédibles. Vous étiez conseiller politique. Et lorsque je donnais ce conseil, il n'a pas voulu suivre ce conseil. Et il y a eu d'autres choses qui sont intervenus en même temps, mais qui n'ont rien à voir avec ce conseil, sujet. Qui n'ont rien à voir avec ce sujet. Oui. Rien à voir. Attendez, je vais quand même révéler quelque chose, parce que c'est une question qui va continuer à me hanter, et aussi longtemps que je ne parlerai pas, les gens me poseront toujours la même question. Oui. Lorsque le président Kabila avait reçu l'honorable Mwanda Semi, ils avaient discuté d'abord de la question de l'autodétermination, et puis ils ont abordé la question de dialogue et de déglissement et consorts. Et dans les divers, Nemwanda Semi avait posé la question de paiement d'indemnités, des indemnités des victimes de l'Ouosi. Et il fallait que ces indemnités-là soient payées. Et moi, j'ai conseillé, en tant que conseiller, puisque des journaux vous ont vilipendé, on a parlé de 2 millions de dollars de corruption et tout ça, nous devons faire de ce paiement de ces indemnités quelque chose de médiatique. Nous devons soumettre une liste des noms de victimes à une banque où cet argent-là sera déposé et les familles iront toucher leur argent. Nous allons appeler la presse et tout le monde saura maintenant que tout ce qu'on avait écrit sur vous était faux. Malheureusement, il avait aussi un autre conseiller qui l'a conseillé autrement et il a suivi la voie de ce conseiller-là, mais le but de ce conseiller-là, qui était aussi son interface entre lui et le président Kabila, était de l'escroquer, de prendre cet argent et de s'en servir lui-même. Et plus tard, lorsqu'il s'est fait escroquer, mais c'était après que moi j'avais déjà quitté parce que je ne voulais pas partager l'argent de sang. Et lorsqu'il s'est vu escroquer, il s'est fâché et il y a eu une guerre dans les Bas-Congo. On a vu cette guerre. Et des gens sont encore morts. Mais alors, vous savez, M. James Nzinga, il est dit par un auteur que vous connaissez, il est dit que lorsque les gens meurent par les erreurs politiques de certaines autorités, même les conseillers portent cette responsabilité-là. Je voulais lui éviter des erreurs qui ont causé la mort d'hommes. Et puisqu'il ne voulait plus m'écouter, je ne voulais pas partager cette responsabilité, je devais le quitter pour qu'il soit seul devant ses propres erreurs. Je suis encore resté au niveau du discours. Permettez-moi cette petite digression. On va revenir rapidement dans notre sujet. Lorsque, à l'époque, votre président prend l'initiative de faire un discours, d'écrire un discours, à moins qu'il ait inventé sur place. Est-ce que vous étiez au courant qu'il va demander aux gens... Ça c'est aussi un problème. Bon, oui. Comme je vous ai dit, nous ne sommes pas en train de discuter la personne de l'honorable Mwanda Semi, sinon je pourrais vous dire beaucoup de choses. Alors, on va faire vous promettez une émission élaborée, mieux élaborée pour ça. Mais écoutez, vous ne croirez peut-être pas, mais si je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qu'il disait qui étaient impromptues, vous préparez autre chose qu'il va dire, mais sur place, il dit autre chose. Alors c'est très grave. Parce que... il dit autre chose, il dit ce qui lui vient dans la tête. Parce qu'il est religieux, peut-être c'est une inspiration de Dieu. Alors, dans ce cas-là, moi je suis politique, je ne peux pas combiner à la fois les sermons et les réflexions politiques. Très bien. Alors on va passer, je vous sors de ces cadres, vous êtes mal à l'aise, je vous sors de ces cadres-là pour parler de votre sujet vous-même. Alors, nous parlons du parti Syndicat. Quand j'ai entendu parler de ce parti, je me suis dit, est-ce qu'ils ne sont pas avec Syndicat Dokolo? Quand on dit Syndicat, c'est vrai, quand vous m'avez expliqué, j'ai compris. Mais expliquez-nous effectivement, pourquoi ces noms des syndicats et c'est venu quand exactement? Vous savez, nous sommes des Africains
dans chaque ethnie, lorsqu'on donne des noms, les noms ont des significations. Si quelqu'un s'appelle Chibangu, par exemple, vous savez qu'en Chiluba, Chibangu, ça signifie cicatrice. Tchalamouana a chanté Chibangu Chamukao, Chidi Mushingu, Chamenu Wakansuma. Vous parlez aussi Chiluba? Je suis congolais. Le Chiluba, c'est une langue du Congo. D'accord, vous parlez comme, anglais, comme vous parlez les Swahili. français, vous parlez lingala, vous parlez Chiluba. Je ne suis pas venu, je ne suis pas venu vanter mes compétences linguistiques. D'accord, allez-y. Sinon, je vous ai dit que j'ai fait 36 pays. Il y a des langues aussi qui n'ont rien à voir même avec l'Afrique que je parle. L'albanais, par exemple. Et vous savez que les Albanais font partie d'une des plus grandes mafias du monde. Donc, je reconnais que vous êtes quelqu'un de très, très, très intelligent, de très ouvert, ça je le reconnais. Mais aujourd'hui, on parle de vous, de votre parti, de votre parcours. Non, vous ne m'avez pas dit que vous alliez parler de moi. Vous m'avez dit que vous voulez parler de mon parti, son historique. Et c'est de ça qu'on parle. Et de notre source idéologique. C'est de ça qu'on parle. Ouais, parce que parler de ma personne, de moi, là, ça peut prendre tout un mois. On en parlera. Mais sinon, parlez-nous de syndicat. Le nom syndicat, comme je disais, c'est un nom africain. En Kikongo, le mot syndicat signifie pousser ou envoyer. Lorsque vous envoyez un ambassadeur dans un pays pour faire le travail de la République, vous lui donnez le moyen, le moyen pour faire le travail que vous lui avez assigné. C'est ça, syndicat. Lorsque vous envoyez votre fille en mariage, vous ne l'envoyez pas seulement comme ça, comme une bête. Vous préparez des couvre-lits, des mortiers, des pilons, des choses avec lesquelles les choses dont il va se servir pour accomplir sa tâche d'épouse. Et vous, là où elle est allée. C'est ce verbe-là, ça s'appelle syndicat. Et alors, pourquoi vous avez donné ça à votre parti? Parce que vous êtes le syndicat du peuple. Ça, c'est en Kikongo. Okay. Et en tant que ce mot-là, en Kikongo, il y a des gens qui le donnent à leurs enfants comme leur nom. Oh, d'accord. Mais moi, ce n'était pas par rapport au nom que des personnes portent que j'ai été inspiré pour proposer ce nom à mon parti politique. Donc vous êtes le syndicat du peuple, on doit le dire. Syndicat du peuple. J'étais inspiré à la fois par la beauté, la consonance de ce mot, syndicat, parce que ça s'apparente un peu au mot français, le syndicat, parce que nous voulons parler pour le peuple. Exactement. Et puis à la fois, parce que le sens de ce mot-là, pousser, faire pression, la République démocratique du Congo, la classe politique est malade, l'opposition, le peuple, tout ça. Alors il faut donner une impulsion pour que les choses changent. Mais comment je vais donner cette impulsion-là? Et comment je peux trouver un mot ou un nom pour le parti? Ça sera une abréviation trop longue en français. Alors c'est un acronyme. Le mot syndicat, pas en tant qu'acronyme, mais en tant que mot, était en train de résumer le tout. Mais il y avait à la fois aussi, dans la philosophie Congo, dans la philosophie bantou, il y a une phrase, une pensée où on dit Congo Singadikanda. Congo, c'est la corde de la famille. Alors, Singadikanda, je l'ai abrégé. J'ai pris trois lettres du premier mot et 2 lettres de chacun des 2 mots qui restent. Et ça m'a donné syndicat. Et voilà. Alors votre parti, quand vous le créez comme ça, c'est en quelle année déjà? Le parti syndicat est né en 2016, après que j'ai quitté le parti BDM. Donc c'est le 2 avril 2016 que nous avons tenu une assemblée générale au cours de laquelle j'ai été élu président de ce parti. Et voilà, j'exerce cette fonction depuis avec fierté. Alors, vous appartenez... Quelles sont vos sources idéologiques, on doit le dire? Lorsque vous créez le parti syndicat est assis sur quelle base idéologique? Est-ce que vous êtes une religion, un mouvement religieux, spirituel, politique? Quelles sont les bases idéologiques sur lesquelles s'assoit votre parti? Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je suis politique. Je ne peux pas fonder mon argumentation mon argumentaire, je ne peux pas le fonder sur des sermons religieux, donc je ne suis pas religieux et je ne ferai plus jamais partie d'un mouvement politico-religieux. Je suis 100% politique et mon parti est un parti politique, pas un parti politico-religieux. Okay. Et nous sommes de la social-démocratie, nous sommes
nous prenons le fédéralisme comme modèle, le meilleur modèle d'organisation d'une société, parce que l'univers même est fédéral. Nous avons un soleil avec plusieurs planètes. Chacune de ces planètes tourne selon son propre timing, ne suit pas les mouvements des autres planètes. Et nous prenons l'irrédentisme des peuples africains, c'est-à-dire que les frontières qui existent aujourd'hui entre certains pays, qui sont tracées par les anciens colonisateurs, doivent être effacées par les Africains eux-mêmes. Et s'il doit y avoir d'autres frontières, ces frontières-là devront être décidées par les Africains eux-mêmes, et ces frontières ne doivent pas nécessairement correspondre à ce que nos anciens colonisateurs nous ont donné. Avez-vous la mesure et la hauteur de ce que vous dites, M. James? Même si ça vous semble démesuré, il faut qu'à un certain moment, l'Africain regarde derrière lui, il regarde là où il se trouve et il regarde là où il va, et qu'il se dise, c'est démesuré, mais quelqu'un doit commencer. Mais ça veut dire que le Congo tel qu'il est là, on se dit, bon d'accord, on va se mettre ensemble pour, n'est-ce pas, délimiter ou effacer les limites de l'homme blanc. Ça veut dire, au niveau de l'Angola, on efface les barrières. Au niveau de nos 9 voisins, on efface. Est-ce que vous avez la mesure de ce qui peut se passer? C'est un carnage ce qui va se passer par la suite. Écoutez, vous voyez l'Union européenne. Oui. Il y avait plusieurs pays dans l'Union européenne. Plusieurs pays. Et ce pays-là existe toujours. Chacun de ces pays n'a pas perdu le droit de déterminer son propre statut. Ils ont adhéré à l'Union européenne après avoir fait une demande. Ils adhèrent. Les membres de l'Union étudient leur candidature et ils les acceptent dans l'Union. Et cette adhésion ne leur renie pas le droit de se retirer si leurs intérêts s'ils ne se retrouvent plus dans leurs intérêts. On a vu avec l'Angleterre. Le dernier cas en date, vous avez vu le Brexit. Et peut-être que d'autres pays vont suivre. Si Marine Le Pen avait gagné les élections en France, elle allait aussi parler de l'exit de la France, de l'Union européenne. Alors, dans notre cas ici, nous sommes une république démocratique du Congo qui ressemble un peu à ce qui était l'Union des républiques socialistes soviétiques. Ou au moins ça ressemble à la confédération qui existait dans le Balkan qu'on appelait la Yougoslavie. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs républiques à l'intérieur. Au sein de la République démocratique du Congo, il y a plusieurs républiques qui ne se reconnaissent pas. Il y a plusieurs républiques qui dorment parce que le peuple ne connaît peut-être pas ses origines historiques. Le peuple croit seulement qu'il a commencé à exister lorsque la colonisation a commencé en 1885. Et si nous, vous et moi, et tous ceux qui savent et qui connaissent, nous n'en parlons pas aujourd'hui, qui viendra en parler à nos enfants? Quel est le lien que vous faites entre ce qu'a été le peuple balkan, ce qu'a été, parce qu'il faut parler aussi de l'Asie qui était dans ces mêmes conditions, avec le Décoré et tout le reste. Quel est le lien que vous faites avec les RDC? Quelles sont les républiques qui dorment en RDC? Les républiques qui dorment en RDC. Je ne veux même pas remonter au temps des empires Lunda et Kuba, Luba et le royaume Congo. Je ne veux pas remonter jusqu'à ce temps-là. Prenons seulement le moment des indépendances des pays africains. En 1960, il y avait une république du Katanga. Oui, mais c'était post-guerre. Post-rébellion. Mais écoutez, j'ai fait le Kosovo. Oui. Le Kosovo est une république aujourd'hui. C'était après la guerre aussi. Vous comprenez? Oui. Nous sommes tous les citoyens du monde. Nous avons un seul globe. Si quelque chose se fait en Europe et que tout le monde le trouve normal, pourquoi vous le trouvez anormal si cela doit se faire en Afrique? Parce que c'est pas possible. Et de surcroît en République démocratique du Congo. Vous voulez défendre une unité qui ne nous sert pas. Entre-temps, vous avez l'unité de la République démocratique du Congo, mais vos enfants, vos grands frères, toute l'élite est en train de fuir pour aller chercher une meilleure vie en Europe, alors que c'est ici qu'il y a des diamants, c'est ici qu'il y a de l'or. Oui, c'est la faute des gouvernants. C'est la faute de la gouvernance. Écoutez, ça n'a rien à voir avec la situation. Écoutez, M. Christian. Je vous en prie. Les gouvernants de ce pays sortent d'où? C'est le peuple qui produit les gouvernants. Les faibles généralement. Aujourd'hui, c'est le président Kabila qui est au pouvoir. Tout le monde veut que le président Kabila
quitte le pouvoir, mais c'est lui qui va le remplacer. Ça sortira de quelle source? Pourvu qu'il soit meilleur. Écoutez, ça sera encore de la même source, ça sera du peuple. C'est cette masse-là qui va produire quelqu'un d'autre. Lorsqu'il viendra, il va faire exactement ce que M. Kabila fait aujourd'hui, s'il ne fait pas pire. Vous comprenez? Il peut faire mieux aussi. Hein. Bon, s'il le fait mieux, tant mieux, c'est ce que nous souhaitons, et c'est pourquoi nous parlons. C'est pourquoi nous parlons. Si vous pouvez m'aider un peu à me remettre sur les tracts, qu'est-ce que je... Justement, parce que vous parlez de peuple balkan, vous dites voilà, faudrait... vous m'avez demandé quel était le lien, quel était le lien entre les Balkans et nous ici au Congo, les républiques qui dorment. Et nous ici, je vous cite la République du Katanga, par exemple. Je peux vous citer la République du Grand Kasaï. Je peux vous citer la République du Kivu. Et toutes ces républiques dont je viens de citer les noms ont même des drapeaux qui existent jusqu'aujourd'hui. C'est sur base de la haine. Ce sont des partis, des pulsions ethniques. Vous parlez... Rien à voir avec écoutez, je vais vous arrêter un peu, oui, M. Christian. Allez-y. Je sais que c'est vous qui animez l'émission. Non, on le fait avec vous. Mais permettez-moi ici de vous dire que vous avez tort de parler des ethnies. Okay, allez-y. Lorsque vous dites la République du Kivu, vous dites que c'est ethnique. Est-ce que dans le Kivu, il y a une seule ethnie? C'est quelle ethnie? Le Kivu, c'est une nation. Lorsque vous parlez du Katanga, le peuple katangais, c'est la nation katangaise. Lorsque vous parlez du Kasaï, le Kasaï, c'est une nation. Vous savez que le Kasaï a 224 000 km². 224 000 km² avec une population, je ne sais pas exactement de combien, mais j'estime d'environ 12 000. Une population de 12 000. 12 millions. Mais le Rwanda, qui n'est pas loin de chez nous ici, le Rwanda n'a que 26 000 km². Oui, le Rwanda peut entrer dans le Kasaï plus de 10 fois. Mais après... mais attendez, mais allez-y. Je vais vous emmener jusqu'à ce que vous compreniez. Oui, parce que moi je prendrai le pays dans lequel vous venez. Les États-Unis, comparez cela au Mexique. Je vous parle... Comparez les États-Unis d'autres pays américains, vous allez vous rendre compte que ça n'a rien à voir. Attendez, je vous parle du Rwanda. Ils n'ont que 26 000 km². Mais ils ont le droit d'exister en tant que pays indépendant. Oui, parce que c'est fait comme ça. C'est fait comme ça? Oui, vous croyez que c'est Dieu qui a créé le Rwanda? Ce n'est pas Dieu qui a créé le Rwanda. Ce sont des hommes qui sont venus et qui ont délimité leurs frontières. Mais exactement, c'est la même chose en France, c'est la même chose en Espagne, c'est la même chose en Belgique. Mais les Français ont déterminé leurs frontières. Est-ce que la République démocratique du Congo, c'est nous qui avons déterminé ces frontières? C'est là que je veux en venir. Mais est-ce que le problème c'est au ce niveau ou le problème c'est la gouvernance, monsieur? Non, James. La gouvernance c'est un problème. Oui. C'est un des problèmes. Mais c'est un problème qui émane des conséquences des autres problèmes antérieurs qui ont précédé ce problème. Bon, allez-y alors, développez parce que... C'est là que je vais vous parler des causes. Il y a des causes originelles et des causes intermédiaires. Aujourd'hui, on dit M. Kabila ne veut pas quitter le pouvoir, c'est lui la cause de tous les maux qu'il y a dans le pays. Moi, je vous dis c'est faux. Ce n'est pas M. Kabila la cause de tous les maux. Mais ce n'est pas que ce qu'il a fait ne constitue pas une cause pour d'autres maux. Mais lui-même, et ce qu'il a fait là, c'est une conséquence des causes qui ont existé avant, sur lesquelles vous fermez les yeux. Je partage votre point de vue, mais seulement il faut dire que on ne disculpe pas M. Kabila parce qu'en sa responsabilité de chef de l'État, il aurait dû freiner ou arrêter cette hémorragie, mais au contraire, on dirait qu'il a contribué à l'aggraver davantage. Nous allons en arriver là lorsque je vous dirai maintenant pourquoi nous avons changé notre approche. Parce qu'il y a quelque temps, nous appelions le peuple congolais au soulèvement populaire, mais nous avons trouvé que maintenant, ce n'est plus utile. Nous arrivons dans peu de temps. Voilà. Alors parlons de Parti Socialiste. Mais je n'ai pas fini de vous dire le lien avec le Balkan, parce que vous m'avez... Allez-y sur le Balkan. Vous m'avez interrompu. Mais allez-y sur le Balkan, parce qu'on va parler autre chose. Le lien avec le Balkan, c'est-à-dire que les pays des Balkans ont finalement décidé que l'Empire ottoman, qui gérait toutes les terres des Balkans, ne devait pas continuer à le faire et qu'ils étaient des républiques indépendantes, ces terres-là devaient leur appartenir à eux-mêmes. Et comme il y avait aussi une impulsion qui venait des pays de l'Europe occidentale, pour que ces pays-là réaccèdent à leur droit de s'auto-administrer, on a créé le concept de balkanisation. C'est un Allemand, un diplomate allemand,
je ne me rappelle plus son nom, mais je crois qu'il s'appelait Rathenau, qui a créé ces néologismes. Dans le dictionnaire, ça n'existait pas. L'appropriation des terres au Balkan. Voilà. Ce qu'on a appelé la balkanisation. Voilà. Donc c'était l'appropriation des terres au peuple des Balkans. Exact. Pour fragiliser l'Empire ottoman. Et c'était une manière aussi de se protéger en Europe parce que les Ottomans voulaient continuer jusqu'à conquérir l'Europe entière. Et vous pensez Et à ça maintenant, ici en Afrique, lorsqu'on parle de la balkanisation, ça effraie le Congolais. Ils pensent que ce mot-là signifie un mal qui consiste à couper une partie de notre République démocratique du Congo pour l'attacher au Rwanda. Mais ça, c'est une erreur. La balkanisation se réfère à une partition. La partition des terres peut être concertée entre deux personnes qui ne veulent plus avoir un même État ou qui ne veulent plus manger dans une même assiette parce que l'un est peut-être plus gourmand que l'autre ou peut-être ils ont les deux le même appétit mais l'un ne veut pas manger à ce moment-là. Et qu'il ne faut pas laisser la nourriture dans une même assiette, il faut les séparer, que chacun mange dans son assiette. Je peux vous donner des exemples de pays qui étaient d'abord une seule république et qui ont décidé d'évoluer séparément. Oui, et puis j'aimerais que vous puissiez me parler du développement de ces deux pays. Ces deux pays qui se sont divisés, oui, des développements de tous les deux. Je vais vous parler de la Tchécoslovaquie, par exemple. Oui. La Tchécoslovaquie, aujourd'hui, n'existe plus. Oui. Il y a une république tchèque et il y a une république slovaque. Je ne peux même pas vous prouver ici que ce sont des républiques très développées parce que ce sont des membres de l'Union européenne et vous ne pouvez pas être membre de l'Union européenne si vous n'atteignez pas un seuil limité par l'Union de développement. Donc ce sont des pays très bien développés. Lorsque vous avez une belle histoire, hein. Voilà. Lorsque vous avez un beau passé, lorsque vous avez eu à travailler dur, vous avez des acquis de développement. Cela ne nous manque pas. Qu'est-ce que vous faites au Congo central, par exemple, si le royaume Congo devait être un royaume congolisé, je vous ai dit ici, vous n'avez pas des infrastructures d'abord. Je vous ai dit ici, parce que vous m'avez posé plusieurs questions à la fois, je ne peux pas y répondre toutes en même temps. Je ne peux que prendre d'abord une filière et puis ensuite je prends une autre et tout ça. Ça, c'est même un sujet qui mérite toute une conférence. Oui, la balkanisation. Voilà, tout à fait d'accord ça mérite toute une conférence. Et si moi, mon approche, c'est ce qui me diffère aussi de mon ancien chef, l'honorable Mwanda Siemi. Mon approche n'est pas une approche ethnique, comme vous avez dit. Ce n'est pas même une approche nationaliste dans le sens d'appartenir au peuple Congo. C'est pourquoi je veux que l'on fasse cela. Je suis d'abord africain, un panafricaniste. Mon parti Sindika, c'est un parti panafricaniste. Je sais que ce sont les Africains eux-mêmes qui doivent tracer leurs propres frontières qui les séparent des autres peuples. Je sais que les frontières de la colonisation doivent disparaître en Afrique. Mais dans le contexte de la RDC, pour qu'on arrive dans le contexte de tout le continent africain, il faut que nous, les divers peuples qui existent dans la RDC, les diverses nations ignorées de la RDC, nous nous mettions côte à côte pour dire, mais tiens, dans la RDC, il y a au moins 7 nations, ou il y a 9 nations. Déterminons ces nations-là et essayons de créer cette république indépendante. Je ne parle pas de monarchie. Délimitons les frontières de ces 9 républiques et créons 9 républiques pour améliorer la gestion des terres et des vies de ces humains, de ces citoyens africains que nous continuons à gaspiller comme ça avec des guerres, des minéraux qui ne nous profitent pas, justement à cause des frontières limitées par les Occidentaux et qui leur donnent des justifications de venir faire leur guerre d'intérêt économique ici, chez nous. Mais je vous rassure que si vous faites ça, et si Dieu vous aide et que ça marche cette proposition-là, eh bien la République démocratique du Congo, on va encore faire peut-être 4 siècles de recul démocratique parce que ces petites républiquettes vont finalement se retrouver entre les mains des familles fortes, entre les mains de dirigeants religieux et ça sera vraiment un chaos. À l'Équateur, vous aurez un monsieur qui va aller là-bas, qui prendra l'Équateur, il en fera sa part. Vous allez aller au Bas-Congo, vous trouverez les Nzambe Bakoko qui vont finalement faire du royaume Congo leur terre et vous allez au Kivu, vous trouverez des petits dieux deviendront des présidents et ça sera fini pour la République. Ça, c'est une inquiétude qui est vraiment fondée. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je ne pouvais pas continuer à évoluer avec l'honorable Mwanda Siemi, par exemple, qui réclamait l'indépendance du Congo central pour restaurer le royaume Congo. Et lui,
il allait s'établir comme le roi À vie alors. des Bakongo. Alors ça sera fini. Et moi, en tant que démocrate, je ne peux pas soutenir un tel projet. Donc, pourquoi vous ne travaillez pas, monsieur James? Non, mais je vais d'abord vous dire quelque chose de très important. Allez-y. Moi, je ne prône pas la restauration des monarchies précoloniales. Ce n'est pas ce que je prône. Je prône une partition des terres pour créer des républiques qui vont fonctionner comme des États, même si c'était des monarchies, des États qui fonctionnaient, qui étaient totalement indépendants les uns des autres. Que dans cet espace que nous partageons aujourd'hui, que nous créons, nous appelons la République démocratique du Congo, il y a possibilité d'avoir 7 ou 9 républiques. Dans le moment que nous sommes en train de passer de ces troubles, par exemple, au lieu que, je ne confirme pas que c'est vrai, mais j'ai lu dans les réseaux sociaux que Moïse Katumbi est allé en Afrique du Sud, ils sont en train de préparer quelque chose, des trucs comme ça. Vous allez trouver cette information, peut-être que je vous en parlerai parce que c'est de ça qu'on va parler. Peut-être vous êtes déjà au courant. Mais au lieu qu'il y ait des troubles comme ça, et tel est allé en Afrique du Sud, tel autre est là en Espagne, tel autre est en Belgique, pour aller faire la guerre en République démocratique du Congo, on parlerait des élections, par exemple, de la présidence de la République du Katanga. On parlerait des élections de la présidence de la République boyomaise, parce que Boyoma, c'est une grande nation. Je suis d'accord. Si vous rencontrez n'importe qui de l'ancienne province orientale, même si aujourd'hui, il y a cette province-là n'existe plus. Il y a 4 provinces. Il y a l'Ituri, il y a le Haut-Ouélé, Bas-Ouélé et la Chopo. Mais ces peuples-là considèrent que leur pays, qui est le Boyoma, a été balkanisé sans leur consentement. Vous êtes américain, en fait, vous êtes américain, je ne veux pas dire ça. Vous revenez des États-Unis où il y a combien d'États déjà? Je peux me rappeler. C'est une très bonne question. Oui. Je peux même ne pas vous laisser terminer la question. Allez-y. Et je réponds déjà. Mais écoutez, oui. Les États-Unis d'Amérique, ici, je dois vous parler de la constitution du fédéralisme. Oui. Le fédéralisme peut se construire par association ou par dissociation. Le fédéralisme des États-Unis d'Amérique, c'était par association. C'est 54 États, je crois. Vous devez savoir, oui. Ouais. Vous devez savoir qu'au début, aux États-Unis, lorsqu'on a fondé les États-Unis, c'était d'abord 13 États. Qu'on appelait 13 colonies. Voilà. C'était d'abord 13 États. Et ces États-là appartenaient d'abord à des hommes les plus forts, les plus riches. Les terres là-bas aux États-Unis n'appartiennent pas à l'État. Oui. Ça appartient à leurs propriétaires. Et plus tard, ils ont commencé, pas à annexer par la force, à associer les autres États. Des gens qui avaient aussi leurs terres, à adhérer avec leurs terres dans les États-Unis jusqu'à devenir ce que les États-Unis sont devenus aujourd'hui. Ça, c'est le fédéralisme par association. C'est ce même modèle-là que l'Union européenne utilise. Ça, c'est le fédéralisme par association. Faites-le ici. Mais dans le cas de la République... pour ça ici. Écoutez, dans le cas de la République démocratique du Congo, le cas de la République démocratique du Congo, déjà, nous ne pouvons pas pratiquer ce fédéralisme par association parce que nous sommes déjà une confédération qui ne se connaît pas en tant qu'une confédération. Mais justement, il faut la réexpliquer au lieu de l'imposer. Mais c'est ce que je fais. Oui. Nous sommes un parti démocratique et fédéraliste. Nous ne prenons pas des armes. Nous, notre instrument de travail, c'est le débat et c'est le verbe. C'est ce que je suis en train de faire ici, même à travers votre émission. Nous expliquons pour que le peuple comprenne, que le Kassaïen comprenne qu'il a le droit d'avoir un passeport kassaïen pour aller aux États-Unis, pour aller en Chine, pour aller en Afrique du Sud. Et quand il débarque à l'aéroport, on vous demande, monsieur, vous êtes de quel pays? Il dit, je suis de la République du Kasaï. Il montre son passeport kassaïen. Mais c'est ce que nous ne voulons pas. En réalité, nous ne voulons pas que nos pays, nos partis reposent entre les mains des hommes forts. Écoutez. Pourquoi vous n'enseignez pas la démocratie d'abord? Écoutez. Pourquoi vous n'enseignez pas d'abord la démocratie avant d'avoir des républiques? Monsieur Christian. Oui, allez-y. Je voulais vous parler de la démocratie par dissociation. Oui. Je n'ai pas terminé. Allez-y. Il a plutôt le fédéralisme par dissociation. C'est ce que nous devons pratiquer ici, en République démocratique du Congo. Nous existons les 2 345 000 km². Une fois, un ami belge m'a dit, Monsieur James, nous, les Belges, nous ne pouvons pas vous laisser gérer le Congo tout seul. Parce que les 2 345 000 km², 2 345 410 km², ce n'est pas vous
qui les avait conquis. C'est notre roi, Léopold II. Donc, j'ai le droit de diriger le Congo. Et lui, il est belge. Il a raison. Il dit, j'ai le droit de diriger le Congo. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un pays indépendant et que vous seul, vous devez diriger le Congo. J'étais calme pendant ce temps-là, parce qu'il y a plusieurs années. Et puis plus tard, je suis venu lui dire, vous n'aurez plus votre Congo là de 2 345 000 km², parce que nous-mêmes les Congolais, nous allons le balkaniser. Nous-mêmes les Congolais, pas vous. Pas vous les Occidentaux. Parce que si nous laissons encore les Occidentaux venir partitionner des terres africaines, parce qu'en 1885, ils n'avaient pas fini de faire le partage des terres africaines. Ce que nous appelons aujourd'hui la République démocratique du Congo étaient les terres qu'on avait laissées en réserve pour faire le partage plus tard. Et c'est ce qui explique que vous chantez Ponanini Kaka Congo, Ponanini Kaka Congo. Vous comprenez? On va passer parce que les terres des Congolais n'appartiennent pas aux Congolais eux-mêmes. Ça appartient à la communauté internationale. J'aimerais bien que vous puissiez selon les accords de la conférence de Berlin. J'aimerais bien que vous puissiez me répondre en 1 minute, en tout cas, pour marquer une petite pause, pour aller dans la deuxième partie de l'émission. Est-ce que vous avez appris ce qui s'est passé en Angola lorsque l'Angola a menacé d'annexer une partie des terres congolaises? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui au Rwanda, on enseigne aux petits Rwandais que le Kivu leur appartient? Est-ce que vous savez qu'en Centrafrique, pour eux, la partie nord de l'Équateur revient à leurs parents et ainsi de suite? Je n'ai pas l'intention... Alors, vous savez ouvrez ça, c'est vraiment une boîte. Écoutez, vous me posez une question qui est à la fois comme une mine sur laquelle vous avez déjà posé votre pied. Et si vous n'appelez pas quelqu'un qui s'y connaît pour désamorcer la mine, vous explosez vos deux. Je ne veux pas répondre à cette question de manière brute, de peur qu'au début, j'énerve les esprits. C'est une question très sérieuse. Oui. Je dois vous expliquer d'abord les historiques avant d'arriver à la réponse. Oui, pour nous préparer la tête, voilà, l'esprit, afin de comprendre votre point de vue. Mais écoutez, c'est ça. Mais je vous dirai un peu en quelques mots. Oui, en quelques mots. Le Kivu. Lorsqu'il y avait un monsieur qui a fait la guerre là-bas au Kivu, il s'appelait Laurent Nkunda, qui nous ont dit qu'il était congolais. N'était-ce pas les gens du Kivu? Parce que Laurent Nkunda pouvait vous montrer qui au Kivu est son cousin, son neveu, son oncle, tout ça. Mais si historiquement ils ont des choses en commun, moi je suis du Congo central, je ne peux pas dire à mon frère Moses Kambale qui est au Kivu que s'il a son cousin au Rwanda, il doit le régner parce que lui, Moses et moi, nous sommes des citoyens congolais. Et justement. Mais entre-temps, Moses, ce ne sont pas ses ancêtres qui ont décidé que ces terres de Kivu soient dans la République démocratique du Congo. C'est Bismarck et ses amis européens qui ont décidé. C'est comme quelqu'un qui achète... Vous et moi, nous allons au plateau de Ateke, nous achetons des terres et nous disons, bon, puisque nous avions mis ensemble l'argent pour acquérir ces terres, maintenant délimitons nos espaces. De chaque côté des terres, il y a des serpents, des rats et consorts. Vous mettez des frontières, vous allez dire que les serpents qui sont de votre côté deviennent vos sujets. Et les serpents qui sont de mon côté, ça m'appartient. Et l'autre serpent dit, ou le rat dit, non mais moi, ma mère se trouve de ce côté-là. Vous dites, non, restez ici. Vous êtes les serpents de Christian et les autres là sont des rats de M. Jules Kibinda. Vous comprenez? C'est comme ça que les Européens se sont comportés face aux Africains. Oui, mais les faits et encore, Christian, vous devez savoir, ce sont des choses que beaucoup de Congolais ne savent pas. Que avant la colonisation de l'Afrique, les Européens ne nous considéraient pas comme des êtres humains à part entière. On était des meubles pour eux. Non, pas des meubles. Bien meubles. Nous étions des animaux en évolution. Est-ce que vous savez qu'en Belgique, on a exposé des Congolais nus dans des cages, dans les eaux? Je peux vous citer le nom de Otambenga, qui était un pygmée, qui a été exposé en Europe et aux États-Unis. On connaît les mémoires d'Hitler aussi, qui voulait frotter les noirs pour savoir s'il y avait une peau noire, il y avait une peau blanche à l'intérieur. Vous comprenez? Alors, de cette manière-là, lorsqu'ils ont tracé leurs frontières,
Ils ne nous ont pas donné le droit Mais pourquoi vous ne parlez de pas diriger ces terres. Mais pourquoi vous ne parlez pas des Blancs qui ont été masqués, ont été mangés, dévorés chez les Sud-Africains, dévorés au Congo central, des Blancs dévorés parce que les Noirs ne comprenaient pas qu'ils étaient Blancs, ils étaient certainement maudits par Dieu, qui ont été dévorés. Tiens, Kata Diop en parle. Oui, il y a eu des cas de cannibalisme. Alors, pourquoi vous ne parlez pas? Il y a eu des cas de cannibalisme chez plusieurs peuples. Alors. Il y a eu des Blancs cannibales aussi. Oui, comme il y a eu des Africains cannibales. Je suis d'accord avec vous. Il y a eu ces cas de cannibalisme. Je ne suis pas ici en train de faire un plaidoyer pour des cannibales. Je suis ici en train de faire un plaidoyer pour les peuples qui ont les droits. Chaque peuple a le droit de déterminer son propre statut politique. Très bien. Chaque peuple a le droit de limiter ses propres frontières. Et si les Blancs ont ce droit, pourquoi pas les Africains? Et si, aujourd'hui en France, la Corse commence à parler d'une possible revendication d'indépendance, Catalogne en Espagne demande l'indépendance. Aussi, on parle déjà. En Grande-Bretagne, l'Écosse a obtenu une organisation de référendum pour son autodétermination. Et si ces choses-là se font dans les pays des Blancs, parce que nous sommes maintenant aujourd'hui dans un modèle de démocratie, si eux, ils organisent des référendums d'autodétermination, pourquoi vous n'autoriserez pas, par exemple, au Katanga, qui était déjà un pays indépendant en 1960, d'organiser aujourd'hui, dans le contexte de la République démocratique du Congo, qui est une confédération qui s'ignore, un référendum d'autodétermination pour l'indépendance du Katanga? Ebale ya Congo ejali lopangota kashi ejali shenzela Yahweh benisa Congo Yahweh batela ni Congo Benisa ni Congo Yahweh batela ni Congo ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso bangala na bakongo baluba bashwaili babembe na bateke balali na bamboshi toalika na kongo toyokana ye bana kongo tolamukananu na pongi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso kasai bakongo ekwatere mamenga inyali na leku la bwenza na lekwilu tango ekoki tolingana ye Kongo mboka monene kubanda Lubumbashi mpe na Pointe Noire etona bomengo na bato ya mayele elingi etumba te po etumba ebenganaka kimia ebomaka bondeko eteki ekolo oyinani bungomani mpe okabwani Yahweh benisa Congo Yahweh batela bana Congo Yahweh benisa Congo Yahweh batela ni Congo Independence cha-cha. Je reçois M. James Ndinga, il est président du parti fédéraliste Syndicat, un parti dans la juxtaposition, c'est-à-dire pas dans l'opposition, non plus dans la majorité présidentielle, mais plutôt une partie dans la juxtaposition. Nous parlons de beaucoup de choses aujourd'hui, c'est vrai qu'on va se limiter là. J'aurais bien voulu qu'il nous explique aussi la question, il y a regroupement, comme il est en train de le dire, une sorte de balkanisation organisée par la République démocratique du Congo. Je reviens à lui. Monsieur James,
On est tous d'accord sur ce point de vue. Il est scientifique, c'est un bon débat intellectuel auquel on prend tous part. Mais avec les types de gens que nous avons au Congo ici, c'est chaque député qui rentrera dans son coin et s'imposer comme roi. C'est chaque ministre ou qui a évolué dans un camp, un premier ministre soit-il, peut revenir dans son pays et obliger ce choix d'être premier ministre. Et alors, ceux qui ne voudront pas, on va entrer dans des guerres, ça sera finalement désastreux pour un pays comme le nôtre. Quel est votre plan? Vous avez entendu, je vous ai dit tout à l'heure que les terres de la République démocratique du Congo sont la propriété de la communauté internationale. Elles n'appartiennent pas vraiment aux Congolais eux-mêmes. Et que tous les dirigeants que nous avons les deviennent seulement après approbation par la communauté internationale. C'est pourquoi vous voyez, quand il y a des conflits là, même j'ai du respect pour sa mémoire, au temps du chef de l'opposition, Etienne Tshisekedi, il courait toujours vers l'Occident et quand il revenait, il faisait le signe de victoire avec ses deux doigts, en disant même que je viens de là où on prend le pouvoir et tout pouvoir m'a été donné. C'était clair que le pouvoir, pour diriger le Congo, vous devez d'abord être approuvé par la communauté internationale. Et aujourd'hui, des gens qui veulent que le président Kabila quitte le pouvoir ne jurent que par la communauté internationale. Ah, le Conseil de sécurité a dit, et on a décidé ceci, d'ailleurs on va les déloger. On ne jure que par la communauté internationale. Au Kosovo où j'ai été, où les Albanais ont finalement obtenu l'indépendance du Kosovo, ils ne l'ont pas fait seuls. Mais pendant le temps de guerre, parce que eux, c'était d'abord une guerre et ensuite l'OTAN est venue intervenir et les Nations Unies sont arrivées et voilà, un processus démocratique a été déclenché jusqu'à ce que l'Assemblée provisoire du Kosovo a décidé de la date de la proclamation de leur indépendance, qui est encore contesté aujourd'hui par la Serbie et certains pays qui sont partenaires de la Serbie. Mais quel est votre plan, vous? N'en déplaise, le Kosovo est devenu un pays indépendant. Alors pour nous, la République démocratique du Congo, moi en tant que parti et intellectuel de ma République, j'ai réfléchi et j'ai même écrit, je pense que l'accompagnement de la communauté internationale sera indispensable pour cheminer dans ce plan de balkanisation pacifique et démocratique concerté entre les divers peuples de la République démocratique du Congo. Divers peuples veut dire quoi exactement? Divers peuples représentés par quel type d'hommes? Divers, quand je dis divers peuples, le mot peuple peut dire un ensemble d'individus qui constituent une communauté, qui partagent les mêmes intérêts et ils se déterminent comme appartenant à une telle nation ou à un tel État ou à une telle république. Je suis d'accord. C'est d'abord aller où? À l'Assemblée nationale. Il y aura des forums qu'on va organiser par-ci par-là. Il y aura un référendum. Comment ça va se passer pour que je me dise, moi, Christian, il y a, par exemple, moi je suis, par exemple, je prends l'exemple que je sois du Kasaï. Alors moi, Christian du Kasaï, qui parlera à ma place? Le plan que je donnerai, c'est d'abord, moi, en tant qu'intellectuel et politicien, je tiens à ce que mon point de vue soit partagé par un plus grand nombre de personnes qui nous soutiendront en devenant des députés, par exemple, à l'Assemblée nationale, parce que je ne soutiens pas le premier article de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui dit que le Congo est un et indivisible. La France a raison de dire que la France est une et indivisible. Mais la Belgique, qui nous a donné notre première constitution, elle-même a une constitution qui dit la Belgique est une fédération composée des nations, ou des communautés plutôt, pas des nations, composée des communautés et des régions. J'aurais voulu que la Belgique fasse la même chose pour la constitution de la République démocratique du Congo. Que l'article 1er dise la République démocratique du Congo est une confédération. Ça, c'est votre responsabilité en tant qu'intellectuel. C'est quand même 57 ans après. Mais je suis en train de vous inspirer. Je suis en train de répondre. Oui. Ce que nous devons faire maintenant, c'est nous qui devons changer cette constitution. Alors le peuple est souverain. Laissez-moi terminer un peu. Le peuple est souverain.
La Constitution le dit. Par référendum, le peuple peut décider de changer. Mais c'est nous, l'élite intellectuelle, qui disons ce qui va et ce qui ne va pas. Nous pensons que le plan consiste à passer par la révision de la Constitution pour que cet État unitaire soit liquidé et que nous devenions un État fédéral qui va fonctionner comme une confédération de plusieurs républiques qui seront fédérales. Est-ce que vous ne roulez pas pour M. Kabila? Parce que vous avez ici parlé de 3 thèmes qu'il aime bien, ou que son parti ou sa plateforme politique aime bien. Téné, référendum, changement de constitution, balkanisation. C'est pratiquement les termes que l'autre camp a tendance à fleurir ou à aimer. Est-ce que vous ne roulez pas pour M. Kabila? Bon, la réponse est non. Et je ne pense pas que son camp est pour la balkanisation. Parce que lorsque j'avais écrit une pétition individuelle au président de la République, M. Kabila, en 2014, dans cette pétition, j'avais expliqué l'origine du mot balkanisation et j'avais expliqué pourquoi la balkanisation est bénéfique pour les divers peuples du Congo. Il ne m'avait pas répondu, mais c'est 2 ans plus tard que le porte-parole du gouvernement, M. Lambert Mende, m'a répondu dans un point de presse qu'il a tenu, et je cite ce qu'il avait dit, que lorsque, après les sacrifices de Emery Patrice Lumumba et les pères de l'indépendance, il y a encore des gens qui disent des choses comme ça, vous comprenez que nous avons un long chemin à parcourir pour être digne des sacrifices des pères de l'indépendance. Je n'ai pas bien fait la citation, mais c'était à peu près ce qu'il avait dit. Et lui, il est de la majorité présidentielle, il est porte-parole du gouvernement, il est contre la balkanisation. Je ne pense pas que cela soit quelque chose que le PPRD soutient. Je ne suis pas du PPRD. Oui, le PPRD est toujours contre le tout. Et contre donc, tout. Le PPRD n'apprécie pas les changements de la Constitution, alors que les poulains du PPRD parlent de la Constitution. Et donc, ce que j'ai dit, alors là, on peut comprendre ça. Et donc, ce que je dis ici ne peut pas être utilisé comme un élément pour prouver que je roule pour M. Kabila. Je ne roule pas pour lui. Au contraire, en décembre 2016, je devais fuir ma résidence à Kinshasa parce que j'étais recherché par des services de sécurité qui voulaient me faire taire parce que j'appelais le peuple au soulèvement populaire. Très bien, parlons-en maintenant, parce qu'on va terminer cette émission, on n'a même pas eu le temps de donner, on n'a même pas eu la possibilité de donner le temps aux auditeurs pour qu'ils puissent vous appeler. C'est vrai, vous allez donner les coordonnées, le débat va continuer, mais dites-nous, où êtes-vous maintenant? Dans quel camp, dans quelle plateforme politique dans laquelle vous appartenez? Pour y répondre, je dois vous dire d'abord, je continue avec la dernière phrase, que lorsque j'ai appelé le peuple au soulèvement populaire, le peuple a donné des indications que ce n'était pas nécessaire de se soulever parce qu'il y avait le dialogue de la Cinco. Et moi, j'étais contre ce dialogue de la Cinco que je considérais, et l'accord de la Cinco que je considérais de bidon. Mais aujourd'hui, tout le monde me donne raison, cet accord n'a pas été respecté et les prélats, le comité laïque commencent à demander au peuple de sortir dans la rue lorsque ce n'est plus opportun. Parce que lorsqu'un coup d'État est fait, quelqu'un prend le pouvoir par la force, toutes les forces vives de la République qui veulent appartenir maintenant à un nouvel ordre constitutionnel, ceux qui veulent travailler, ils se disent, nous nous rallions, ou bien nous versons dans l'opposition. Ou ceux qui veulent changer tout simplement encore les régimes, ils iront dans des ambassades des pays différents prendre du soutien pour venir renverser ce nouveau régime. Moi, j'ai dit toujours que M. Kabila a réussi son coup d'État fin décembre 2016 et que maintenant, il doit réorganiser l'espace politique. Il ne peut pas continuer à diriger le pays seulement avec ceux qui l'ont accompagné dans son coup d'État, les prêtres de la Cinco et ceux qui étaient dans le rassemblement et dans le AR et dans la dynamique de l'opposition. Ils sont des complices du coup d'État. Toutes ces personnes-là sont des complices du coup d'État de 2016 qui a maintenu M.
M. Kabila, le président Kabila au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Et moi, j'ai, à un certain moment, publié un communiqué pour dire « Je ne peux pas combattre seul. Si les peuples montrent qu'ils ne veulent pas se soulever pour faire respecter l'article 64 de la Constitution, je dois suivre ce que le peuple veut. » Alors, le peuple a suivi l'accord de la Cinco, qui n'a pas été respecté. Maintenant, un deuxième délai n'est pas respecté. Nous entrons maintenant dans le délai 2018, parce qu'on avait le délai 2016 et le délai 2017 de la Cinco qui n'a pas été respecté. Maintenant, nous avons le délai 2018 qui est soutenu par la communauté internationale. Et un calendrier électoral est déjà publié. Et moi, je pense que si la classe politique congolaise continue à bouder, à boycotter les élections, c'est-à-dire que la classe politique congolaise n'est pas en train de bien orienter le peuple à faire ce qui doit être fait. Qu'est-ce qu'il faut faire même? Et si le peuple veut que le régime change, il faut que le peuple aille voter. Et qu'il vote pour d'autres personnes qui viendront diriger le pays autrement. Mais si le peuple qui vote va voter pour les mêmes personnes, ou alors si le peuple vote qu'on donne de voix à des gens qui n'ont pas été votés, bon, ça va être compliqué. Vous savez qu'il y a des députés nommés. La communauté internationale qui accompagne les élections partout dans le monde s'est engagée, et je le sais à travers les déclarations qui sont faites dans les médias, et ils tiennent aussi à ce que les élections soient tenues en République démocratique du Congo. Et lorsque j'ai suivi une conférence tenue par son Excellence, M. Joseph Kabila, il a dit, après qu'une dame de la RFI... Sa petite sœur. Lui a posé la question, voilà, sa petite sœur, lui a posé la question s'il allait avoir un troisième mandat. Il a référé à la Constitution de la République démocratique du Congo. Oui. Pour tout intellectuel, la réponse est claire. La Constitution ne permet pas de troisième mandat. C'est-à-dire qu'il ne sera pas candidat. Et cette constitution ne lui permet pas d'être là jusque-là, mais il est quand même là. Alors on se dit, de quelle constitution on parle? Mais écoutez, nous avons maintenant un calendrier qui est déjà là. La communauté internationale soutient cela. Moi, en tant qu'ancien fonctionnaire des Nations Unies, je ne peux pas souscrire à un ordre de désordre ou de guerre. Je soutiens ce que la communauté internationale soutient. Je soutiens les élections. Et cela ne signifie pas que je roule pour M. Kabila. Je soutiens les élections parce que je crois qu'à travers ces élections, mon parti va accéder à une portion du pouvoir. Mais vous aurez du mal à atteindre le seuil. Il y a le problème aujourd'hui, le piège, c'est le seuil. Mais votre parti n'a pas 10 ans. Comment vous allez faire pour atteindre le nombre alors que le seuil est un impératif? Allez-vous faire des alliances? Avec qui? La République démocratique du Congo compte aujourd'hui plus de 617 partis politiques. Oui. Et je crois que parmi ces partis, il y en a qui sont représentés un peu partout, avec lesquels nous pouvons faire des alliances. Je ne peux pas vous dire maintenant avec qui nous allons faire une alliance ou des alliances, mais nous sommes dans cet espace politique. Le moment venu, nous allons faire des alliances. Ça est fini, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Monsieur James Ndinga, président du parti... j'aimerais dire président James Ndinga, président du parti fédéraliste, syndicat. Ça a été un grand plaisir. Comment j'aimerais vous recevoir encore mercredi prochain, mais seulement que vous allez rentrer dans votre base, continuer votre tournée. J'aurais bien voulu vous envoyer une invitation pour qu'on revienne parler de cette question. C'est un débat intellectuel, j'aimerais bien. Et pourquoi ne pas parler de l'historique de Boudi Dia Congo, Boudi Dia Mayala et toutes ces choses? Pourquoi ne pas parler de l'histoire de notre République aussi? Comment la retracer, comment la recréer, comment la refonder? Vous êtes tellement intéressant, j'aimerais bien qu'on revienne sur la question. Alors, je vous enverrai certainement l'invitation. Ce sont des beaux thèmes qui méritent d'être... déballé, mais je ne peux pas parler de Boudi Dia Congo ou Boudi Dia Mayala qui sont des organisations dont les fondateurs, les membres sont encore en vie et ils sont Votre là. Votre parcours, bien sûr, on va aimer les témoignages. Mais je peux parler de mon parcours et de mon passage et j'apprécie beaucoup que vous m'ayez invité et je viendrai allègrement si vous m'invitez encore prochainement. On le fera. Mais seulement comme je n'habite pas Kinshasa, je n'habite plus Kinshasa. Je suis dans le Congo central
pour être plus proche de ma base, moi, j'irai me faire élire à Songololo pour représenter mon peuple à l'Assemblée nationale. Donc, je vais rentrer bientôt à Mbanzangungu, où je suis résident depuis bientôt 2 ans. J'aimerais bien que vous puissiez m'envoyer une invitation, comme ça je viendrai tourner des émissions avec vous là-bas, voir comment est-ce que vous vivez avec votre base, quel est le message que vous lancez à votre base, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que vous préparez un royaume, ou peut-être que vous préparez déjà une république, et nous on ne sait pas, un jour on va se réveiller comme ça, Monsieur James parle d'une république, c'est la balkanisation, on ne sait jamais quoi. Non. Alors j'aimerais être là. Non, soyez tranquilles, soyez apaisés, nous ne prendrons pas des armes, nous ne sommes pas des gens qui pensent à restaurer une monarchie. Et je ne soutiens pas le désordre. Très bien. Donc, je vous inviterai, comme ça vous allez... Ça sera un grand plaisir. Un mot par rapport à l'émission qui vous reçoit pour la première fois, et puis on va terminer. Et le nom de l'émission, c'est comment? C'est RTG, c'est Grand Oeil, c'est comme ça qu'on dit, Grand Oeil. On est à la radio, mais on dit Grand Oeil. Aujourd'hui, c'est Grand Oeil Consultation Populaire. Oui, je remercie le présentateur d'abord et le concepteur de cette émission. Merci. Et il faut des émissions pareilles où vous donnez la voix à ceux qui n'ont pas de voix ou à ceux qui pensent à la place de ceux qui ne peuvent pas penser eux-mêmes pour que l'Afrique devienne véritablement libre et prospère. Alors, vos coordonnées, comment on fait pour vous joindre? Ceux-là qui ont besoin de parler avec vous, qui ont besoin de vous inviter dans des débats, dans des conférences, dans des tables de littérature, comment ils font pour vous joindre? Je préfère ne pas donner mon numéro comme ça, par la voie de médias. Mais vous êtes... je sais que je ne vous paye pas, vous n'êtes pas mon employé, mais si quelqu'un est vraiment intéressé à me retrouver, à me contacter, il peut prendre contact avec vous ici et vous saurez l'orienter. Parce que j'évite des insultes, des débats. Lorsque vous dites des choses que certaines personnes ont entendues pour la première fois, c'est pas tout le monde qui digère des découvertes, des nouvelles vérités de la même façon. Peut-être que dans ce que j'ai dit, il y a des gens qui ont pu trouver des erreurs historiques ou je ne sais quoi, mais je parle de manière scientifique. Si quelqu'un pense qu'il y a des choses qui ne sont pas prouvées et qu'il faut un débat, moi je suis prêt à débattre avec n'importe qui, n'importe où, pourvu qu'on se respecte mutuellement. Très bien. J'essaie d'organiser même une conférence débat, si la Providence le permet. Je l'organiserai à la cathédrale Notre-Dame de Fatima, parce que je tiens à associer toujours la communauté internationale dans ce genre de débat. Je ne parle pas que pour les peuples Congo. Je parle pour tous les Congolais et même pour la communauté internationale. Alors, je serais très content de participer à cette question, de participer à la conférence. C'est une question de curiosité. Avez-vous une religion ou vous avez une croyance? Moi, je suis animiste. En tant qu'Africain, je suis animiste. Je crois que chaque chose qui existe dans la nature a une âme. Et lorsque je suis né dans une famille chrétienne. Ma mère était catholique. Elle m'a donné cette éducation chrétienne. J'ai étudié, en âge avancé, j'ai étudié l'histoire des religions du monde. J'ai étudié les sciences politiques. J'ai été musulman. J'ai fait les études coraniques. J'ai étudié les tafsirs. J'ai étudié l'exégèse du Coran, de la Bible. Mais j'ai décidé de ne pas être religieux. Très bien. Je ne suis pas affilié à une religion. C'est comme ça que l'honorable Mwanda Semi a vu qu'il y avait une ressemblance entre lui et moi, parce que je suis animiste, mais il n'a pas su faire de moi membre de son église. Et ça l'a déplu. C'était un grand plaisir, en tout cas, de recevoir M. James Nzinga. C'est quelqu'un de très intelligent que je découvre. C'est très bien, on aura le temps de discuter convenablement. Mesdames et messieurs, je vous donne le numéro. Si vous voulez joindre le président James Nzinga, eh bien, vous pouvez m'appeler moi, mais je vous orienterai seulement si c'est des questions nécessaires et des questions essentielles. 081 37 34 492. 081 37 34 492. Si vous appelez les 5 minutes qui suivent l'émission, vous aurez le temps de parler avec lui. C'était un grand plaisir. Yannick Mambe était de l'autre côté de la réalisation. Je vous retrouve avec le même plaisir déjà vendredi pour la suite d'un autre numéro, bien sûr, Grand Oeil. L'amour est en Dieu, Dieu est amour, paix dans le monde.
RTGA, votre radio, la meilleure des radios de la RDC. RTGA, suivez-nous sur satellite. RTGA, de l'Équateur au Katanga, du Bas-Congo au Nord Kivu, nous sommes partout au Congo démocratique sur 88.1 MHz.